Audit du chantier de construction du nouveau siège du Parlement. Le gouvernement justifie cette décision. Une conférence de presse est animée à ce sujet aujourd'hui. Mécontentement des travailleurs de l'ONASA au cœur des préoccupations, la rumeur sur la prochaine suppression de l'ONASA. Un sit-in est organisé pour clarifier la position du personnel de cet office. Et puis les Américains élisent le prochain locataire de la Maison-Blanche. Démocrates et républicains retiennent leur souffle. L'analyse de la rédaction dans cette édition. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de Marrakech où la présidence de la COP22 est désormais assurée par le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Ségolène Royal lui a passé le témoin hier. Conformément à la tradition de ce rendez-vous du climat, les deux personnalités ont appelé à des actions fortes selon Didier Hubert Madafimé en ligne depuis Marrakech. Saïdine Mezouar, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, est depuis hier le président de la COP22. C'est une tradition à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques que le pays hôte hérite de la présidence de la conférence. C'est Ségolène Royal, le ministre français de l'écologie, celle qui a dirigé pendant un an la COP21, qui lui a cédé le fauteuil et lui a remis en main propre le maillet. Mais avant, elle a fait un discours dans lequel elle a rappelé quelques vérités, à savoir que les pays riches vivent comme s'il y a 3 planètes et les plus pauvres comme s'il n'y en avait déjà plus. Elle a demandé alors la justice climatique pour l'Afrique. Elle a donc appelé à l'action en mettant l'accent sur les priorités africaines, à savoir le financement et le transfert des technologies. Le président de la COP22 a ajouté à ces priorités la question de l'adaptation. Mais il a tenu à rappeler que l'enjeu aujourd'hui n'est pas uniquement lié au changement climatique, il est également civilisationnel, de développement économique, et qu'il faut changer le modèle de développement en adoptant un modèle de développement durable innovant à même de transformer toutes les économies du Sud. Dans les pavillons, les meeting rooms, les discussions continuent pour trouver la stratégie qui permettra de mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Didier Hubert Madafimé à l'œil de l'ORTB à Marrakech. Le gouvernement va donc auditer le chantier de construction du nouveau siège du Parlement. Les ministres du cadre de vie et de la justice ont justifié cette décision gouvernementale ce mardi. C'était au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui. Privé Notéo. Les députés doivent prendre le mal en patience. Le siège du Parlement n'est pas encore prêt à les accueillir. Ce chantier, dont les travaux ont démarré en 2008 pour une durée d'exécution de 2 ans et pour un montant prévisionnel de plus de 18 milliards de francs CFA, est à la traîne et constitue un véritable scandale. Le nouveau gouvernement est déterminé à faire la lumière sur ce chantier avant la reprise des travaux. Au regard de tous ces dysfonctionnements, qui sont nés d'une maîtrise d'ouvrage déléguée approximative et d'une maîtrise d'ouvrage intempestive au niveau le plus élevé de l'État. Le gouvernement a pris ses responsabilités pour faire le point de la gestion précédente et situer les responsabilités techniques et financières au niveau de tous les acteurs impliqués dans la gestion, la conduite et la mise en œuvre de ce projet. Dans ce brûlant dossier, le gouvernement doit faire preuve de responsabilité et protéger les deniers publics qui pourraient en pâtir du fait d'une décision judiciaire condamnant l'État à payer la somme de 32 milliards de francs CFA. Dans son état actuel, le siège de l'Assemblée nationale apparaît comme le musée de la malversation. On va dire aussi le musée de la corruption. Vous avez entendu des chiffres, bien entendu. 32 milliards, décision de condamnation contre l'État. D'autres procédures sont en cours. Il faut bien à un moment donné engager des discussions en vue de faire en sorte que l'État expose moins ses deniers.
Et donc le président de la République est dans la démarche à la fois de la conciliation responsable, de la négociation responsable, de l'évaluation responsable et des poursuites responsables. Les travaux reprendront sur ce chantier au terme de l'audit international qui permettra de situer les responsabilités. Venons-en à cette affaire, l'affaire Javon, qui a défrayé la chronique toute la semaine écoulée. Le silence du gouvernement a étonné plus d'un, mais pour le garde des Sceaux, il n'est pas question pour le gouvernement de s'immiscer dans le fonctionnement judiciaire. Nous vous proposons d'écouter Joseph Diogbenou au micro de Prévenou Théo. Le ministre de la Justice n'interviendra pas lorsque la justice est saisie. Il n'y a qu'une seule autorité pour intervenir, le procureur de la République du lieu de saisine. À partir du moment où le circuit judiciaire est saisi, et cela commence par les officiers de police judiciaire, le ministre de la Justice n'interviendra. Vous imaginez que de par ma formation, de par ma culture, rester silencieux est très douloureux. C'est une règle que nous nous sommes imposée. Et c'est une règle qui sera appliquée. Il y aura sans doute d'autres affaires que celles et ceux qui voudraient se mobiliser encore sur cette affaire, sur ces affaires qui viendront, ne demandent pas au président de la République et au ministre de la Justice d'intervenir. Cela ne veut pas dire que le ministre de la Justice n'a pas de prérogative. Il a, au plan de la procédure pénale, la faculté de donner des instructions. Et sur ce plan, oui, nous pouvons donner des instructions. Et nous allons davantage en donner. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, sur les priorités en matière de politique pénale. Les parquets seront sans état d'âme lorsqu'il s'agira de réprimer les crimes de sang, lorsqu'il s'agira de réprimer les atteintes contre les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, lorsqu'il s'agira de réprimer la criminalité économique et lorsqu'il s'agira de réprimer le trafic de stupéfiants. On parle à présent du financement du secteur privé. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique et la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce Basic Bénin viennent de signer un accord de garantie. C'est consultatif à un financement à la hauteur d'1 milliard de francs CFA. Cet appui servira à l'acquisition d'une infrastructure hôtelière dans la ville de Cotonou. Ismaël Osenouel de Sureau pour le point. Cet accord entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Banque sahélo-saharienne pour l'industrie et le commerce Basic Bénin porte sur un financement d'1 milliard de francs CFA que les deux institutions apportent pour l'installation d'une infrastructure hôtelière à un client commun à elle. Un appui financier destiné en effet à l'acquisition et à l'exploitation d'un complexe hôtelier de 3 étoiles situé dans le quartier d'affaires de Cotonou. Ce partenariat Basic Bénin et FAGAS qui vient d'être matérialisé ce jour par cet acte que nous posons est appelé à se renforcer pour le bonheur de toutes les entreprises désireuses d'investir dans des projets structurants. Nos deux institutions, le FAGAS et la Basic Bénin, ne ménageront aucun effort pour les accompagner. Pour le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, cet accord de caution avalisé à hauteur de 50% pour chacune des deux institutions matérialise leur volonté de mutualiser leurs efforts pour accompagner les opérateurs économiques du Bénin. Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités hôtelières au Bénin, véritable levier de développement du tourisme, une industrie porteuse de richesses et créatrice d'emplois. Cet accord constitue une porte d'entrée pour le développement conjoint des activités de nos deux institutions. Avec cet acte, le FAGAS confirme sa détermination à manifester sa volonté pour la coopération avec les banques locales pour la promotion du secteur privé dans ses États membres. Cet aval porte le niveau total des interventions en garantie du FAGAS
à 330 milliards 243 millions de francs CFA. À noter que la BESIC participe au financement des infrastructures hôtelières, la construction des routes et ouvrages d'art, les hydrocarbures, les commodités, le commerce général dans les 14 pays dans lesquels elle est implantée en Afrique. Autre actualité, lancement ce matin des travaux d'implantation de la fibre optique au ministère de la Santé, fruit du partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS. C'est un pas pour réussir le maillage du système sanitaire de notre pays. Clotaire Wekou, Alexis Sebremont. Mieux gérer les flux d'informations du système sanitaire de notre pays et assurer un maillage des communications avec les services déconcentrés du ministère de la Santé, que sont, entre autres, les hôpitaux de zone, les hôpitaux départementaux, les centres de santé. C'est l'intérêt de la desserte de la fibre optique au ministère de la Santé. C'est un plus pour une bonne prise en charge des urgences sanitaires, de la télémédecine, voire de la cybersanté. Les moyens de la communication et de l'information qui nous sont offerts aujourd'hui par la technologie, comme on dit, les nouvelles technologies, sont remarquablement aujourd'hui identifiés par la fibre optique comme le moyen le plus rapide, le plus performant. Ce moyen va nous permettre de faire circuler l'information pour que la médecine puisse être au bénéfice des populations, puisque c'est sa mission. Mais la fibre optique va aussi permettre de faciliter l'échange des connaissances entre les différents acteurs, rassembler l'information utile pour améliorer l'action. C'est notre jour aujourd'hui, grâce à l'OMS, grâce au soutien de l'OMS. J'allais dire grâce au soutien constant de l'OMS. Il faut communiquer. Il faut communiquer avec les moyens les plus performants. Il faut exploiter de manière optimale les acquis de la technologie. Je crois que c'est dans cette logique-là que nous inscrivons. C'est pour cela que nous avons choisi de disposer de la fibre optique. Les travaux d'implantation de la fibre optique au ministère de la Santé vont durer 2 semaines. Et le haut débit de la toile planétaire prendra sa marque au niveau central du département ministériel en charge des questions de santé. Il est prévu une extension de ces acquis des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion départementale dans les hôpitaux de zone sanitaire de notre pays. Voyons ce mécontentement. Les travailleurs de l'ONASA sont mécontents. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'un sit-in tenu ce matin au siège de l'institution. Au cœur des préoccupations, cette rumeur sur la prochaine suppression de l'ONASA. Petroni Lokoso, Rachidat Biomama. Ils prennent le taureau par les cornes. Pour ces agents de l'ONASA, pas question de rester inactifs face aux menaces d'une suppression prochaine de cet office, disent-ils, indispensable pour la sécurité alimentaire au Bénin. Il y aurait des soupçons sur la disparition de l'ONASA. La mission de l'ONASA, c'est clair, c'est la sécurité alimentaire. Si l'ONASA disparaît aujourd'hui, comment le gouvernement va assurer la sécurité alimentaire? Comment le gouvernement ira au secours des sinistrés ou des victimes de catastrophes naturelles? C'est l'ONASA qui est cette structure-là qui aide le gouvernement à agir au moment opportun. Également dans la motion de protestation adressée à la direction générale venue accueillir les manifestants, d'autres revendications. Le lancement immédiat des activités bloquées à ce jour, la mobilisation des fonds nécessaires pour le paiement des arriérés de salaires et autres avantages dus aux travailleurs depuis avril 2016 à ce jour. L'implication du personnel de la mise en œuvre d'une quelconque réforme touchant l'ONASA. La régularisation immédiate de la situation des carrières de chaque travailleur du programme national des boutiques témoins. L'autorité, tout en reconnaissant la pertinence des revendications, appelle au dialogue. Je vais poursuivre les démarches que j'ai toujours entreprises avec vous. Les solutions que je peux trouver à mon niveau, vous savez bien que je me suis toujours évertué à les trouver avec vous. Mais ce que je ne peux pas, les solutions qui ne relèvent pas de mes compétences, je viens de recevoir votre document, je vais transmettre à ma hiérarchie. C'est sûr que
d'échelon en échelon, nous allons trouver la solution. Mais sachez que la préoccupation que vous avez exprimée, je suis 100% d'accord avec vous, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec les slogans que vous lanciez tout à l'heure. Dans le calme, on fait mieux que dans le bruit. Le combat de l'amélioration des conditions de travail des agents de l'ONASA est ainsi engagé et pour une satisfaction de leurs doléances, d'autres actions sont prévues, cette fois-ci en direction de l'autorité ministérielle en charge de ce secteur. Et cette installation du nouveau bureau des artisans, les 13 membres du nouveau bureau exécutif élu de la coopération nationale des artisans du Bénin, CNAB, sont officiellement installés dans leurs fonctions hier au siège de l'institution à Cotonou. Ils sont appelés à la sauvegarde des droits des artisans pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Oui, c'est ça, ça va, mon Clotaire Wekou. Ensemble, on est plus fort. Nouveau départ à la tête de la Confédération nationale des artisans du Bénin, CNAB. C'est la suite des élections du mois dernier qui ont donné l'onction légale à Joanno Amouzou et ses 12 collaborateurs du bureau exécutif de cette institution de défense des droits des professionnels des métiers manuels d'art et d'esprit. Les élections sont à présent terminées. Il n'y a plus de camps qui s'affrontent. Il n'y a donc plus de partisans de tel ou tel candidat. À partir de cet instant, il n'y a que des artisans béninois qui ont la lourde mission de construire un pays en pleine mutation sous le régime du nouveau départ. Je m'emploierai à la redynamisation et à la valorisation du secteur de l'artisanat et cela avec votre volonté de nous aider à aller de l'avant. Nous venons tous ensemble de prendre l'engagement pour le bonheur de notre secteur. Ils ont dit oui, nous voulons Joanno, ils vous ont élu. Vous portez le mandat. Donc, vous devez être à leur écoute. Si moi, j'ai des conseils à vous donner, c'est ce que je vais vous demander. Soyez à leur écoute. Soyez à leur écoute. Essayez de multiplier encore la patience, parce que ce n'est pas facile. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir un nouveau bureau pour défendre le secteur de l'artisanat. Le nouveau bureau exécutif de la Confédération nationale des artisans du Bénin a ainsi la confiance et mandat pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. La CNAB et l'Union des chambres interdepartementales des métiers du Bénin forment les 2 organes supra de sauvegarde et de promotion de l'artisanat au Bénin. Direction les États-Unis, les Américains élisent ce 8 novembre le prochain locataire de la Maison-Blanche qui, d'Hillary Clinton ou de Donald Trump, dirigera les États-Unis pour les 4 prochaines années. Élément de réponse dans cette analyse signée Alain Dossievo. Ils sont 200 millions d'Américains attendus pour désigner le prochain président de la première puissance mondiale. Une élection présidentielle qui dévoilera entre Hillary Clinton et Donald Trump le nom du successeur de Barack Obama. Une élection qui a suscité l'engouement des Américains qui sont sortis ce jour pour exercer leur devoir de citoyen. Les premières estimations du résultat tomberont dès la fermeture des bureaux de vote de la côte Est à partir de 1h du matin, ce mercredi 9 novembre. Cependant, il faut dire que le suspense pourrait durer encore des heures, sinon des jours, car État par État, les Américains auront à désigner les 538 grands électeurs qui, à leur tour, éliront le prochain président des États-Unis le 12 décembre. En réalité, il faudra pour Hillary ou à Donald d'obtenir la majorité des grands électeurs, soit 270, pour l'emporter. 3 scénarios se dessinent. Soit la victoire d'Hillary Clinton, qui est l'hypothèse la plus probable. La plupart des sondages voient Hillary Clinton l'emporter, même si l'avance de la démocrate s'est considérablement réduite en fin de campagne avec le retour surprise de l'embarrassante affaire des emails confidentiels envoyés depuis une messagerie privée. Seconde hypothèse, la victoire de Donald Trump, même si son retard est flagrant. Une victoire du républicain doit obligatoirement passer par la Floride, où les intentions de vote sont extrêmement serrées, ce qui laisse des raisons d'espérer. Autre état décisif, l'Ohio, où le milliardaire fait la course en tête, notamment dans les anciens bassins industriels dévastés par les mutations économiques. Et puis, troisième possibilité, si la nuit américaine ne se terminait pas, et si Hillary Clinton et Donald Trump arrivaient au coude à coude dans l'un des États clés, comme ce fut le cas en Floride en 2000, obligeant la Cour suprême à trancher entre George Bush et Al Gore après près d'1 mois d'imbroglio.
Un tour à l'église à présent. Les fidèles de l'église de la foi apostolique du Bénin ont reçu le surintendant mondial le lundi dernier à Cotonou. Darrell Lee est venu visiter ses frères de l'église et les entretenir sur la parole de Dieu. Cécile Ondé et Wenceslao Amoimon étaient à la soirée de réveil. Voici le compte-rendu. Eh bien, quelques problèmes avec cet élément. Nous y reviendrons dans notre édition de 23h. Un mot de sport à présent. Les cyclistes béninois n'ont pas participé à la 29e édition de la du plus grand tour de la sous-région ouest-africaine, celui du Burkina Faso. La rédaction sportive évoque ici quelques raisons de l'absence du Bénin. Hugues Souzono. Les écureuils cyclistes n'étaient pas au Burkina pour le Tour du Faso de cette année. Principale raison évoquée par la Fédération béninoise de cyclisme, le manque de moyens. Le Tour du Faso, le plus relevé de la sous-région ouest-africaine, nécessite une longue préparation, du matériel et un budget conséquent. Cette saison, la fédération était à deux doigts d'abandonner l'organisation du Tour du Bénin. Outre les difficultés financières, on note une criade inefficacité dans la mobilisation des fonds du sponsoring. En décortiquant un peu plus, les responsabilités sont partagées dans cette absence du Bénin sur le Tour du Faso. La subvention tardive du ministère et le manque d'anticipation de la fédération qui savait depuis un an qu'elle devrait être à Ouagadougou. L'absence du Bénin est un coup dur pour les cyclistes béninois, surtout quand on sait que la compétition permet aux athlètes de progresser. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, le magazine soirée, sport et 2 feuilletons, les choix de l'amour et We Vote You. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.